Bonjour. Avant de me lancer dans cette vidéo, j'ai patiemment attendu la fin du Conseil national de sécurité qui avait lieu en Belgique. Mais rassurez-vous, ce que je vais annoncer ici concerne le niveau international. Je dis bien international, pas seulement européen. Tout ce que j'attendais de ce CNS, c'était la confirmation sous une forme quelconque, serait-ce subliminale, de ce dont j'étais déjà convaincu depuis un bon bout de temps et qui, hélas, se confirme désormais pleinement. Car ces confirmations, je les ai eues. Pour moi, elles étaient très claires, même s'il convenait d'être attentif et juste un peu futé. Ensuite, il fallait disposer de la bonne documentation et celle-ci m'est tombée dessus comme une avalanche. Enfin, il fallait aussi l'habitude de la technique d'enquête, un peu la logique à la Sherlock Holmes, et là, avec mes études et 40 années d'expérience, j'étais blindé. Les mots-clés sont les suivants: dépistage, masque, tracing, 18 mois et même, d'une certaine façon, notre plus grande honnêteté par rapport au nombre de décès, sous-entendu par rapport à d'autres pays. J'aurai l'occasion de vous expliquer plus loin. Et d'une façon que j'ai envie de qualifier de presque accessoire ou anecdotique, la 5G, mais ce ne sera probablement pas ce que vous pensez. J'ai aussi repensé à cette fameuse phrase de Dominique Demoulin, particulièrement prémonitoire, à moins que, en tant que journaliste et appartenant donc à un milieu inféodé par les instances qui tirent les ficelles de l'information, elle ait été dans le secret des dieux, il y aura un avant le coronavirus et un après. Bon, ça c'est une évidence, mais elle parlait bien sûr d'un monde d'avant le coronavirus et d'un monde d'après le coronavirus. Alors, je ne vous cache pas que ce que je vais vous annoncer risque fort de ne pas être marrant et il va m'être très difficile de faire comme d'habitude et de glisser quelques traits d'humour dans mes propos, d'autant plus qu'au moment où je vous parle, je suis gavé de médicaments contre la douleur et cet exercice m'est particulièrement pénible. C'est que ce que j'ai appris récemment par mes propres recherches et auprès de sources diverses, dont je ne pourrai pas toujours vous révéler l'origine, mais vous la comprendrez très probablement entre les lignes, et d'autres sources pour lesquelles vous obtiendrez tous les développements voulus, jusqu'à saturation, ce que j'ai appris donc ne m'a pas fait rire, mais alors pas du tout. Aujourd'hui, j'estime que je ne peux plus passer certaines choses sous silence, même si la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Vous êtes en droit de savoir. Je préfère vous prévenir tout de suite. Je vais venir avec du lourd, du très lourd. Ça risque aussi d'être un peu long malgré mes efforts pour synthétiser la question. Il est encore temps de zapper cette vidéo. Faites-le donc, si ça ne vous dérange pas de vous faire berner, entuber, comme ce sera le cas pour des milliers, même des millions de personnes. Faites-le si ça vous est égal de vous faire bouffer tout cru, si vous vivez dans un monde de bisounours, si vous êtes sadomasochiste, fataliste, ou encore si vous appartenez au grand troupeau de moutons de Panurge. Ici, je vais m'adresser à des gens que je crois encore nantis d'un peu de lucidité et peut-être avant de subir un sort assez similaire à celui de Claire Sévérac, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, ne vous tracassez pas trop pour moi. Durant les 2 dernières années, j'ai fait déjà l'objet de 5 tentatives d'assassinat dont je commence à prendre l'habitude. Alors voilà. Il se fait que la pandémie de coronavirus s'articule autour d'une vaste, d'une énorme escroquerie, un immense piège à con. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le Covid-19 existe bel et bien, il y a bien une pandémie, et donc il y a bien aussi des victimes, des personnes qui souffrent, des personnes qui ne sont déjà plus de ce monde, sauf que cette situation n'est finalement qu'une sorte de coïncidence qui s'avère en quelque sorte providentielle, du moins pour certains. Un prétexte qui permet à certains de poursuivre de bien sombres desseins. Et le mieux, c'est que ce ne sont même pas vraiment nos gouvernements qui en sont les seuls responsables, en l'occurrence, ils seraient plutôt les valets d'autres instances, telles que les milieux industriels, les multinationales et d'autres aussi, évoluant à un niveau supérieur. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'évoque en aucun cas une quelconque intervention extraterrestre, il s'agirait là d'une éventualité que je n'envisagerai qu'en tout dernier recours, une hypothèse à laquelle je ne crois que très modérément, pour ne pas dire pas du tout.
Un premier élément qu'il convient de signaler est que, conformément à ce que je disais dans une précédente vidéo, beaucoup de personnes viennent à décéder des conséquences indirectes du Covid-19 en raison de leur fragilité, de leur âge et des autres pathologies graves dont elles sont atteintes. C'est un point qui est déjà à présent devenu une évidence. Seulement voilà, déjà sur ce seul point, ce n'est pas tout, car non seulement les possibilités d'effets rebond, c'est-à-dire d'un retour de la pandémie, pourraient se révéler dévastateurs, et le spectre de cette possibilité se dessine d'ailleurs déjà très bien, soit que l'on fasse le détour par la Chine, soit que l'on imagine le désastre d'un déconfinement trop rapide. À noter que s'il était trop lent, on aboutirait probablement au même résultat en raison même des points que je vais vous présenter par la suite. Vous allez voir comme nous sommes d'ores et déjà coincés entre les mâchoires d'un étau dont vous ne soupçonnez même pas l'importance. Un deuxième point qu'il est important de signaler réside dans le fait que l'effondrement économique, dont je parlais également dans une autre vidéo, ne fait plus aucun doute. Il est inéluctable, il est inexorable, et sans que l'on s'en rende vraiment compte, notre économie est déjà sous perfusion depuis une dizaine d'années au bas mot. Nos gouvernements en sont conscients de longue date, et la crise actuelle ne fait somme toute que défendre leurs intérêts, puisque dès lors, et encore une fois comme je le disais précédemment, après coup, ils pourront toujours tenter de se disculper en disant « c'est pas nous, c'est le coronavirus ». Sauf qu'en se débattant lamentablement pour essayer de sauver la face et de postposer l'échéance avec l'arrivée du coronavirus, ils auront parfaitement préparé le terrain. C'est une fois de plus exactement ce que j'avançais dans ma dernière vidéo. Alors sur ce point, vous n'êtes évidemment pas obligé de me croire sur parole. C'est la raison pour laquelle je vous ai préparé ici une petite fiche qui pointe vers une autre vidéo dans laquelle vous trouverez tout l'argumentaire voulu. Vous allez trouver ça quelque part, ici quelque part, voilà. Mais je vais également mettre le lien dans la présentation ci-dessous de telle manière que vous puissiez en prendre connaissance sans perdre la fluidité de mon exposé. Alors, la suite des opérations est assez facile à imaginer. Faillite en série, augmentation de la précarité, les gens n'ont plus de boulot, explosion de la criminalité, les gens n'ont plus de fric, et une situation paradoxale dans laquelle les SDF deviennent surnuméraires et en même temps finissent par disparaître. Pourquoi ? Parce que leurs conditions d'existence sont déjà très difficiles, elles deviennent intenables en raison du Covid, ils se font contaminer comme les autres et peut-être même encore plus vite que les autres, car il leur est très difficile de respecter les règles d'hygiène, que les rassemblements en milieu d'accueil sont compromis et source de contamination, et qu'enfin, les accès aux soins de santé leur sont encore plus refusés. À noter que déjà maintenant, sans même parler de SDF, les soins les plus élémentaires sont déjà compromis. En effet, non seulement le commun des mortels répugne forcément à se rendre dans les hôpitaux de peur d'attraper le Covid, mais également parce que les établissements privés ne sont pour la plupart plus accessibles et que les établissements publics ne prennent plus, quand tout va bien, que les cas les plus urgents. Je suis bien placé pour le savoir, l'ayant expérimenté moi-même. Dans ces conditions, l'effet boule de neige est très facile à imaginer. Le Covid-19 n'a peut-être pas été créé en laboratoire, bien que, au moment même où je préparais cette vidéo, les États-Unis, et pas seulement les États-Unis, remettaient fermement cette question à l'ordre du jour, avec un démenti tout aussi formel de la Chine. En réalité, je m'en moque complètement. On va faire comme si on se contentait de l'explication en passant par la chauve-souris et le pangolin et oublier le P4 de Wuhan ou celui de Fort Detrick ou encore celui de Winnipeg. On va même oublier les 4 inserts du HIV que l'on a pu y trouver en supposant qu'ils soient arrivés là par hasard et on va laisser le fait qu'il existe un rapport évident avec le système immunitaire de côté. On va faire comme ça parce que, comme vous allez le voir, ça ne change strictement rien au problème. En effet, vu l'étendue de la pandémie et le nombre de pays atteints, même une opération sous false flag, c'est-à-dire sous faux drapeau, aurait peu de sens, à moins d'accepter de sacrifier une bonne partie de sa propre population. Attention, ce n'est pas incompatible, car certains pays en sont parfaitement capables, mais surtout parce que les effets boomerang et les ramifications ou les implications sur tout un ensemble d'autres secteurs provoqueraient un chaos incapable de se justifier, même dans le cadre d'une coalition classique. Il fallait donc aller chercher beaucoup plus loin. Ce n'est plus le moment de chercher un coupable, mais celui d'essayer de voir s'il y a encore des solutions.
Tiens, juste pour faire une petite pause amusante, on peut faire du mot chauve-souris une anagramme assez révélatrice, à savoir souche à virus. J'ai vérifié, ça marche. Mais l'anecdote se limite à cela. Elle ne vient pas de moi, mais des grosses têtes de Laurent Ruquier. Bon, le Covid-19 serait donc naturel, mais aussi une aubaine dont nos politiciens n'ont à se glorifier que de maîtriser le timing. Et là, des explications s'imposent. Pour arriver à leur fin, nos gouvernements ont besoin de 3 facteurs. Vous remarquerez d'ailleurs à ce sujet que la Poste connaît de sérieuses lenteurs. Le premier est le facteur temps, et dans le cas présent, cela représente à peu près 2 ans. Le deuxième réside dans le temps qu'il faudra pour culpabiliser la population, tout en la réduisant sur le plan démographique. Et le troisième, qui découle des précédents, c'est le conditionnement de cette même population. Soyez certains que nos gouvernements s'y emploient volontairement et involontairement par leurs incompétences, mais dans le cas présent, elles tombent à pic, surtout au moment où le pic correspond au nombre de tombes. Et volontairement parce que leurs agissements s'inscrivent en parallèle à une stratégie apparemment très bien construite. En fait, ils ont fait semblant de ne rien avoir entendu, de ne rien avoir compris, etc. Alors qu'il suffisait de faire la sourde oreille pour ne pas voir le virus arriver au galop, ne pas anticiper, ne pas fermer les frontières, ne pas faire de contrôle, ne pas remédier aux lacunes en stock stratégique. Bref, il leur était urgent d'attendre. Ça a dû être un sacré travail que de s'employer à ne rien faire pour être payé grassement. Pour le premier facteur, le facteur temps, les choses ne pouvaient pas aller trop vite, faute de quoi on aurait connu des guerres civiles, des manifestations particulièrement virulentes, sinon même des révolutions. La distanciation sociale, le confinement dans un contexte de peur très bien entretenu, que j'ai déjà aussi exposé plusieurs fois, ont parfaitement enrayé cette perspective. À noter que dans ce cas-là, on aurait risqué d'aboutir à un état policier, voire une loi martiale, ce qui aurait malgré tout permis d'aboutir, mais l'expérience a aussi démontré que l'on aurait de ce fait généré des mouvements de résistance. Ça, c'était le problème suivant. La réduction sur le plan démographique fonctionnant déjà très bien, tout naturellement, si j'ose dire, mais aussi en forçant un peu la dose, soit artificiellement dans les chiffres, en se montrant plus honnête que les autres qui utilisent pourtant le même principe, soit pour certains en utilisant le Rivotril. Ah zut, je l'ai dit. Un point controversé dans son éthique et faisant l'objet de polémiques juridiques, et donc un sujet sur lequel je ne me prononcerai pas, voyant la diminution de la souffrance, ce qui est toujours mieux que rien, mais voyant aussi que ces défunts sont aussi morts que les autres cadavres décédés. La surestimation du nombre de décès contribue de toute façon, incontestablement, au climat anxiogène que l'on renforce allègrement à grands coups de morgues saturées, de pompes funèbres débordées et de camions frigorifiques. Malheureusement, à ce niveau, moi j'ai un problème avec les chiffres. Il est devenu évidemment difficile d'établir un calcul fiable sur base d'une statistique pseudo-faussement surestimée et sans disposer de données suffisamment précises quant à la répartition géographique des personnes décédées par rapport à la centralisation des victimes hospitalisées, si vous me suivez. Toujours est-il que la saturation en question me paraît un mensonge de plus, sauf si on ne l'apprécie que de manière localisée. En tout cas, quant à la réalité du terrain, et pour autant que l'on puisse en juger dans un contexte de confinement, qui décidément vient bien à point, eh bien, parmi les centaines de confrères routiers ou simples usagers de la route, je n'en connais aucun qui ait rencontré d'embouteillage de corbillard. Par contre, on fait maintenant très attention avant de s'acheter un cornet de crème glacée. Vous imaginez à quel point certaines scènes pourraient jeter un froid. Pour la deuxième partie du deuxième facteur, c'est-à-dire la culpabilisation de la population, on y arrive très bien à l'aide du confinement, lequel est traité de technique moyenâgeuse par Éric Zemmour et dont l'utilité est fortement remise en cause par la stratégie développée par des pays dont la population est réputée pour sa discipline exemplaire. En termes plus clairs, s'il y a explosion du nombre de décès, c'est à cause de votre non-respect du confinement que l'on vous impose. Restez chez vous. Qu'est-ce que vous attendez pour ne rien faire pour une fois que l'on peut sauver le monde en restant en pyjama? Restez à bonne distance les uns des autres. Combien de fois faudra-t-il vous le dire? Combien faudra-t-il encore de morts pour que vous compreniez?
Je pourrais multiplier les exemples, mais j'essaie de faire court. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans les reportages où l'on apostrophe les contrevenants, où l'on augmente le montant des perceptions directes et où l'on brandit le spectre de l'emprisonnement. La leçon qu'il faut en tirer, c'est que notre salut dépend de notre discipline et c'est aussi le b.a.-ba du troisième facteur, le conditionnement de la population. Bon, alors, ça va toujours? Parce que jusqu'ici, on a seulement fait un petit échauffement. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Certains vont jusqu'à prétendre que le Covid-19 n'existerait pas, et l'un de leurs arguments réside dans le fait qu'aucune autopsie n'est jamais pratiquée. J'ai évoqué ce point dans ma dernière vidéo sans en faire pour autant une affirmation. Selon cette thèse, personne ne serait mort du Covid-19. Ça paraît fort de café et irrespectueux pour les personnes décédées, mais il y a quand même de quoi se poser des questions si le point des incinérations systématiques et plus spécialement celui des autopsies devait être confirmé, ce qui semble être le cas via les directives de l'OMS. Après tout, même le docteur Simès, qui s'est contredit par la suite, a prétendu à une simple grippette. Après tout, il est absolument certain que beaucoup de personnes dont on attribue le décès au Covid-19 sont en fait décédées d'autres pathologies, peut-être catalysées par le coronavirus. La vérité est que rien n'est sûr, mais qu'en principe, si l'on a procédé au séquençage du génome, cela suppose qu'il existe bel et bien, et je m'en tiendrai donc à mes premiers propos, à savoir que le Covid-19 existe bel et bien. Le fait est que l'on n'a pas du tout besoin qu'il existe. Qu'il existe ou pas n'a que peu d'importance, mais ce qui est important, c'est que l'on y croit, et pour cela, rien de tel que la notion du danger omniprésent, invisible, c'est pratique aussi ça, et le nombre de morts. La médiatisation nous en matraque à mort, à longueur de journée. On ne parle plus que de ça, on n'y échappe pas. D'une manière ou d'une autre, le processus est lancé et on ne l'arrêtera plus, et certainement pas maintenant, alors que l'on commence à parler des étapes progressives qui aboutiront au déconfinement total d'ici 12 à 18 mois. Rappelez-vous ce que je vous disais en début de vidéo à propos des mots-clés. Rappelez-vous qu'en comptant le retard à l'allumage, on arrive justement au délai de 2 ans que je vous ai cité. Et rappelez-vous que ce laps de temps correspond exactement au délai traditionnellement nécessaire à l'élaboration d'un vaccin. Voyez-vous comme le hasard fait bien les choses. Ah, si Lazare pouvait aussi ressusciter les morts. Mais je vous avais parlé de choses sérieuses, alors voilà. Dans le contexte actuel de pré-déconfinement, il est clair que les choses passeront obligatoirement par les masques et les tests de dépistage. Ça paraît absolument inévitable et même souhaitable, au moins dans les maisons de repos et les hôpitaux. On ne va pas discuter là-dessus. Pour ceux qui aiment les subtilités, et notamment les subtilités de langage, souvent utilisées par les politiciens d'ailleurs, je ferai remarquer à propos des masques que l'on est passé de leur inutilité scientifique à la mise en doute de leur efficacité, tout en perdant de vue qu'ils pouvaient à leur tour devenir vecteurs, à l'idée de ce que ces masques allaient bientôt être conseillés pour la totalité de la population. Bientôt conseillés. C'est pratiquement un extrait du CNS dont je vous parlais tout à l'heure. Et qu'est-ce que cela veut dire, sinon que l'on devrait encore nous laisser la liberté de choisir, tout en sensibilisant la dite population à sa responsabilité majeure dans le bon déroulement du conflit? Si vous m'avez bien suivi, ce sera de notre faute si la démarche n'aboutit pas. Nous aurions alors la responsabilité de nouveaux morts, probablement beaucoup plus nombreux, un véritable tsunami. Il y a des moments où la liberté prend des formes très particulières. Dans le même binôme, on utilise le mot bientôt ou une formule équivalente signifiant pas tout de suite. Ça, c'est l'argument politique classique permettant de faire passer la pilule aux citoyens qui, tout en se disant que le temps passe de plus en plus vite, s'imaginent que demain ne viendra jamais. Comprenez donc que, dans peu de temps, les masques seront obligatoires pour tous. C'est bien de le dire maintenant qu'on en a détruit 6 millions sans procéder au renouvellement stratégique. C'est bien de le dire maintenant lorsque l'on s'aperçoit que l'on s'est fait berner par les Chinois qui nous ont envoyé du matériel non conforme. Et rappelez-vous aussi que dans l'une de mes précédentes vidéos, lesquelles auront donc vraiment servi à quelque chose, ne serait-ce qu'à démontrer que je vois clair, que je redoutais que le matériel reçu soit contaminé, car dans ce cas, nous serions vraiment mal
très mal barré. Eh bien, nous y sommes pourtant, puisque du côté de nos amis anglo-saxons, une quantité appréciable de matériel de dépistage s'est vue contaminée. Imaginez-vous le désastre produit avec effet domino si quelques milliers de personnes s'étaient vues contaminées par le dépistage. D'un autre côté, les forces américaines auraient raflé une cargaison importante de matériel à nos amis français. Un autre problème, mais non des moindres, c'est qu'Israël aurait également reçu une très précieuse marchandise de la part du Mossad, entendez, les services secrets israéliens, lesquels se gardent bien de révéler d'où leur provenait cette marchandise, d'ailleurs non conforme non plus. Donc non seulement maintenant on peut vivre dans la peur de se voir contaminé en se faisant dépister, mais en plus comme le gouvernement nous parle de ce qu'il n'a plus ou qu'il n'a pas, ou de ce qu'il a commandé mais pas reçu, ou de ce qu'il a reçu mais non conforme, pour en arriver à nous dire que ces fameux masques, eh bien, nous devrons les faire nous-mêmes en prenant soin à ce que le maillage du tissu soit serré assez pour empêcher le virus de passer. Sinon, bien sûr, nous ne contribuerons pas correctement à l'effort de guerre et ce sera de notre faute si le nombre de décès augmente de façon terrifiante. C'est tout de même bien la moindre des choses que de participer à l'effort de guerre, puisque nous sommes en guerre et que les militaires commencent à passer dans la population, ne serait-ce que pour embarquer nos cadavres ou participer au dépistage. Mais le dépistage commence à faire peur aussi. Mais la fin du fin, c'est que l'on en viendrait à ne plus faire confiance à l'armée non plus, voire en avoir tout à fait peur lorsque l'on apprend que le tiers de l'équipage du porte-avions le Charles de Gaulle a lui-même été contaminé. À ce sujet, l'enquête est en cours, mais il faut tout de même savoir qu'un porte-avions, c'est tout de même une ville flottante. Dans le cas présent, il était occupé par près de 2000 marins, et c'est donc près de 700 matelots qui sont donc maintenant suspectés d'être atteints du Covid-19 ou occupés de subir des soins. En soi, ce n'est déjà pas mal. C'est déjà un exemple fort de la protection que l'armée nous accorde. Mais il faut réfléchir plus loin que le bout de son nez, compter avec les périodes d'incubation et se rappeler que par définition, un porte-avions est supposé circuler en mer. Donc, à moins de supposer qu'un matelot ait été mordu à son tour par un poisson volant contaminé, par une chauve-souris migratrice ou un pangolin amphibie, ça n'a pu se produire que lors d'une escale, par exemple celle de Brest, tonnerre. Alors, certains prétendent qu'il y avait déjà des personnes soupçonnées d'être contaminées avant même d'arriver à l'escale en question. Apparemment, on n'en aurait pas tenu compte. Apparemment aussi, l'escale à Brest aurait permis à l'équipage de faire une tournée en ville, histoire de briser son confinement et de le faire tomber à l'eau. On navigue décidément en eau trouble, et quand on sait que ce n'est peut-être que la première vague du Covid, on ne s'étonnera plus que l'on redoute le tsunami. Et dans tout ça, on a peur de quelques gouttelettes. Je n'en ai pas fini avec les masques et le dépistage ou les problèmes sanitaires. Ainsi, parmi les personnes grassement payées que j'évoquais tout à l'heure, il y en a une qui nous a pondu en date du 17 mars un décret interdisant l'utilisation des tests de dépistage, et ce pour une période de 6 mois. Le décret a été signé par le roi, y est passé au moniteur, si bien que très paradoxalement, la vaste campagne de dépistage actuellement en cours ou programmée serait parfaitement illégale, à moins bien sûr d'une erreur d'interprétation ou de l'abrogation du dit décret. Mais d'une manière ou d'une autre, vous étiez au courant, vous? J'imagine que non. Mais j'imagine aussi que l'on pourrait envisager l'éventualité de la prise en considération de la possibilité, ça n'a pas l'air d'être fort sûr tout ça, hein, de tests faussement positifs ou faussement négatifs, ce qui n'est pas beaucoup plus sûr ni rassurant d'ailleurs. Et quoi qu'il en soit, vous conviendrez avec moi que dans le contexte de paranoïa qui est devenu le nôtre, on en viendrait à douter non seulement de la véritable volonté de soigner, de prévenir ou de guérir, surtout lorsque l'on sait que tout cela provient de la même personne qui s'est déjà rendue responsable de la pénurie de masques, qu'il s'agit d'une ministre de la Santé et qu'elle est elle-même médecin. Mais on en viendrait même à douter de l'intégrité de nos souverains. Alors là, vous allez sans doute me dire que j'y vais fort. Alors plutôt que de développer moi-même l'argumentation, je vous invite à prendre connaissance de ce qui figure vers la 10e minute et quelques secondes de la vidéo dont voici l'affiche, elle est ici quelque part, et dont vous trouverez aussi la référence de la présentation figurant ci-dessous. Si c'est vrai,
C'est tout simplement sidérant, inacceptable, scandaleux, inqualifiable, et à tout hasard, cela daterait de l'année qui a suivi l'affaire d'Arquatripon, l'enquête la plus formidable, la plus importante du Serpi, à propos de laquelle j'ai d'ailleurs écrit un livre dont le titre était le suivant: Le poltergeist d'Arquatripon, vérité, scandale et désinformation. Il n'y a bien sûr aucun rapport entre cette histoire de poltergeist et le Covid-19, évidemment, mais cela démontre que la désinformation, au moins en Belgique, mais ne rêvons pas car c'est vrai ailleurs aussi, c'est devenu vraiment un sport aussi populaire que le football. Je n'en ai pas fini, j'ai dit. Ainsi, toujours en matière de pénurie, on a pu apprendre tout récemment par le docteur Philippe Devos que les principes sédatifs posaient à ce point des problèmes que l'on pouvait avoir recours à des médicaments réservés aux chiens ou aux chats. Coucou panier, Bobby. J'ai voulu dire papy. On en est donc réduit à traiter les gens comme des animaux, à défaut de moyens de les traiter comme des êtres humains. Et vous voudriez encore avoir confiance? Une autre actualité qui date d'aujourd'hui même, c'est-à-dire au moment où je prépare cette vidéo, on apprend que l'oxygène risque de manquer. C'est complètement contradictoire avec ce qui nous a été tout récemment annoncé. Rappelez-vous, dans ma dernière vidéo, je faisais un petit trait d'humour avec Bobonne qui pompait l'air et le gouvernement qui donnait l'air de ne pas en manquer. Punaise, je vais vraiment devoir ouvrir un cabinet de voyance. Bon, revenons-en à nos moutons de Panurge. Où en étions-nous? Ah oui, au conditionnement de la population. Mais tout cela pour en arriver où? Alors voyons, une fois qu'une bonne partie de la population, à commencer par la plus âgée, aura disparu après tous les dommages collatéraux et les étapes progressives du déconfinement, c'est-à-dire à partir du moment où nos autorités auront enfin réussi à nous discipliner à grands coups de mensonges, d'explosion de nombre de décès, de désinformation quotidienne croisée, de climat de peur, de pénurie et autres manœuvres scandaleuses, le peuple sera très majoritairement à point, parfois même encore saignant, en tout cas cuit et prêt, en toute bonne conscience et en suivant la logique médicale la plus élémentaire, doublée d'une expérience cuisante, là je ne l'ai pas fait exprès, il acceptera très facilement la vaccination. Pour plus de sécurité, elle sera obligatoire, de telle manière à ce que les contrevenants soient bien maîtrisés en confinement, en prison, pour changer un peu. Il n'y aura même plus de SDF pour faire exception, mais comment pourrait-on penser un seul instant à refuser un vaccin aussi primordial, aussi vital, aussi indispensable, qui nous sauverait la vie? Sauf que le vaccin en question contiendra aussi, et entre autres, une puce RFID miniaturisée dont l'utilité se réfugiera derrière la vérification du statut vaccinal. Évidemment, et vous l'aurez certainement compris, le but réel sera le contrôle total et absolu de toute la population, ou du moins ce qu'il en restera. Alors, vous allez sans doute dire, ça y est, j'ai perdu la raison, je suis devenu complètement complotiste, c'est complètement délirant, cela réduirait l'humanité à un état d'esclavage sans bornes, ce n'est pas possible, ce n'est pas imaginable, un seul instant. Et pourtant, comme je vous le disais précédemment, le Danemark n'a même pas attendu l'arrivée du vaccin parce qu'il a une population naturellement très disciplinée et il a déjà rendu cette vaccination obligatoire. Entre-temps, mais à seulement quelques heures d'intervalle, la Suisse en aurait fait le même. Et quant à l'Allemagne, un pays également connu pour sa discipline des fers, il envisage déjà le déconfinement et on doute très peu de ce que les Allemands s'érigent en rebelles. Ce n'est pas la Suède qui viendra me contredire, elle qui puce déjà, et je rappelle que pour des prétextes futiles, on puce déjà en Belgique, et pas seulement les chiens ou les chats. Vous imaginez que certains acceptent simplement pour pouvoir entrer en discothèque et que d'autres refusent après toute la campagne du coronavirus? Mais j'imagine bien que tout le monde ne soit pas convaincu par cette vision apocalyptique de l'après-Covid. Et puis, il y a aussi pas mal de gens qui semblent déjà très bien s'accommoder de la disparition de leur liberté. Et voici le genre de discours typique d'un jeune. On sait déjà tout de moi, on peut facilement me géolocaliser, on dispose déjà de mon identité complète, on sait les produits que j'achète et en quelle quantité, peu importe que l'on puisse prendre connaissance de ma correspondance ou de mes communications téléphoniques, je n'ai rien à cacher. Eh bien, il y a intérêt à ce que ce soit le cas, puisque tout cela est déjà d'actualité. Mais allons voir un peu plus loin dans ce monde d'effacement complet des droits acquis qui feront se retourner dans leur tombe nos vieux qui ont tant lutté pour les obtenir.
Ah, j'oubliais, ce n'est pas possible, ils ne pourront même pas se retourner vu qu'ils auront été incinérés. Si vous voulez un signe avant-coureur, tout d'abord, je vais faire une petite digression, mais elle n'est pas vraiment hors propos et nous ramène au fameux dernier CNS. À la fin de ce dernier, Sophie Wilmès s'est vue longuement interpellée par un individu qui abordait non seulement le problème de la fameuse 5G, laquelle fait peut-être indirectement partie du programme via l'envoi massif de satellites par SpaceX, mais aussi quant à la légitimité démocratique de ses choix par rapport, et c'est là que je tire justement le rapport, aux multinationales et à la finance. Sophie Wilmès, dont j'apprécie jusqu'ici les interventions dans le cadre que nous connaissons et qui joue le rôle difficile de première ministre faisant fonction dans un état d'urgence sanitaire, a commencé par interrompre l'énoncé, il est vrai, laborieux de celui que certains ont qualifié de théoricien du complot. Mais par la suite, sa réponse, tout en restant élégante, s'est entourée d'une longue prestation de rhétorique évoquant la liberté, mais aussi le fait établi. Autrement dit, une manière très polie de dire « ferme ta grande tendance aux objections ». Alors, donc, signe avant-coureur, eh bien, parlons de la disparition de l'argent liquide. C'est déjà une tendance nettement marquée depuis pas mal de temps, mais pas plus tard qu'aujourd'hui encore, on notait une diminution de 50% du nombre de retraits en billets ou guichets automatiques. C'est tout à fait normal puisqu'il est désormais vivement conseillé de payer par carte et que le montant maximal des paiements sans contact a été multiplié par 2. C'est d'autant plus normal qu'une autre grande partie des achats se fait par Internet. Pourquoi aurait-on encore besoin de ces billets que les jeunes racrapotent systématiquement dans leur poche? Et puis encore, cette monnaie qui pèse lourd oblige à compter et fait des trous dans nos poches. Non, autant remplacer tout cela par l'argent virtuel ou les crypto-monnaies. Vous avez déjà entendu parler du Bitcoin, non? Et qu'est-ce que ça peut bien faire? Il suffit de savoir que déjà maintenant, certaines grandes institutions peuvent parfaitement visualiser votre compte en banque et voir si vous êtes à l'aise ou plutôt dans le rouge. Et il y a de quoi voir rouge, justement, quand on sait qu'il ne manque qu'une étape pour que l'on vienne directement s'y servir. Non mais, ça vous plairait que quelqu'un vienne vous prendre votre portefeuille dans votre poche, qu'il se serve à son aise et que vous ayez juste le droit de dire Amen? Prenons un autre exemple, sans se chercher trop de complications et en ne prenant que le statut vaccinal. Voilà, vacciné ou pas. Eh bien, en fonction des cas, c'est Tintin pour prendre l'avion pour Tenerife, c'est Bernic pour franchir la frontière et aller seulement à la Côte d'Opale ou même à Brédune, c'est Niette pour prendre le bus ou le train ou le tram, c'est Zut pour le cinéma ou le théâtre, et Cacaboudin pour le festival, et c'est Va te faire voir pour quantité d'autres choses. C'est déjà moins marrant, le je n'ai rien à cacher, vous ne trouvez pas? Naturellement, cette innovation présenterait aussi des avantages, notamment sur le plan de la santé publique, puisque, comme c'est déjà le cas, des objets connectés vous permettent de mesurer vos progrès sportifs ou de contrôler votre diabète en communication directe avec le médecin. Je vous parlais tout à l'heure de tracing. Il s'agit d'une application en cours de développement maintenant qui permet de vérifier en fonction de votre emplacement, de votre géolocalisation, si vous avez été en contact avec une personne contaminée, et dès lors de pouvoir prendre les dispositions qui s'imposent. C'est-à-dire, grosso modo, d'aller se laver les mains, de prendre sa température, non, avec un peu de chance, l'application vous la donnera déjà, et de vous confiner en attendant de ne pas aller aux urgences et d'attendre d'être déjà à peu près mort avant d'être pris en charge par un zombie qui risquera de vous contaminer avec un test de dépistage, euh, et vous enverra peut-être ad patres si votre profil ne lui convient pas. Bon, d'accord, ici j'exagère car l'application en question n'est pas encore sur le marché. Son utilisation ne se ferait que sur une base volontaire, en respectant l'anonymat et tutti quanti, sauf que ce genre de disposition bienveillante a souvent tendance à disparaître rapidement et à être remplacée par des trucs qui se téléchargent automatiquement quand ils ne sont pas présents d'origine et qui te laissent totalement libre de refuser à la seule condition que tu aies la patience de lire 20 kilomètres de littérature écrite au microscope, comme sur les contrats d'assurance ou les notices de médicaments, alors que tu as déjà du mal avec les écriteaux sur lesquels, marqués en grand, il n'y a que 2 mots. Elle va être chouette, la vie de l'après-Covid. Tu imagines, tu t'apprêtes à draguer une meuf et paf, ton smart t'affiche, te fatigue pas, elle est lesbienne. Ou bien,
Elle est déjà en couple. Bon, ok, ça peut être bien, mais réfléchis 2 secondes. D'abord, de quoi il se mêle celui-là? Parce que si ça tombe, ça n'empêcherait rien. Mais bip bip, négatif, partenaire déjà averti, possibilité d'infraction, vous vous exposez à une amende qui sera directement perçue sur votre compte. Et puis, ça voudrait dire pareil dans l'autre sens. Pas question de tricher. On connaît déjà ton statut, ton orientation sexuelle. Mais ce n'est pas tout. Parce que, en fonction de la situation démographique, forcément connue très précisément et en temps réel, on pourra décider à ta place si tu peux procréer ou même seulement avoir une relation sexuelle. Ah oui? Faudrait bien voir ça. Et comment est-ce que on m'en empêcherait? Eh bien, t'inquiète. Il y aura 36 moyens au bas mot. Ton smart va se mettre à hurler comme un camion de pompiers et pas la peine d'essayer de l'éteindre. Il va avertir les voisins qui, depuis le confinement, auront été dressés à la délation. Les flics vont se ramener en moins de 2 et tu t'en sortiras bien si tu auras encore la possibilité de récidiver, si tu vois ce que je veux dire. Ça devient vraiment moins marrant le fait de ne rien avoir à cacher quand cela rime avec ne plus rien avoir à dire. Wow, 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 je lis trop de bouquins de science-fiction. Malheureusement, tu vois, la limitation des naissances en Chine, justement, a déjà été très stricte et si elle n'est plus en vigueur, tu peux être sûr qu'on ne s'en privera pas à partir du moment où l'on disposera d'un contrôle facile, fiable, automatique, à distance, avec tous les moyens de pression et y compris de compression de ton portefeuille. Ouais, seulement on n'est pas en Chine. Oui, d'accord. Seulement, voilà, pour le moment, il y a tout de même près d'un quart de la population qui s'y trouve. Et pour le reste, il n'y a aucune raison d'éviter les limitations, puisque par le fait même, on règle énormément de problèmes. La solution à la surpopulation, à la pollution, au chômage, à l'insécurité et à la criminalité. Le prix à payer est connu dès le départ. C'est par exemple le travail jusqu'à 65 ans. Et puis, bonsoir Clara, plus de problème de pension, ni même de vieillissement. Mais comment ça? Bah écoute mon gars, avec toute la liberté qu'on te laisse, tu ne voudrais pas en plus vivre vieux quand même? Tu ne serais pas un peu exigeant sur les bords? Bon, alors vous allez me dire que je joue les Cassandres et les prophètes de mauvais augure et que rien ne dit qu'on en arrivera là. De plus, il ne suffit pas de critiquer et de présenter les problèmes, mais également de proposer des solutions. C'est vrai. Alors, convenons tout de même que je vous ai déjà cité tout au cours de cette vidéo une fameuse panoplie d'exemples qui se vérifient d'eux-mêmes déjà dans l'actualité et que le scénario proposé est loin d'être si invraisemblable. En réalité, bien sûr, je n'ai pas de boule de cristal et je ne peux rien garantir, mais au moins aurais-je prévenu. Pour ce qui est des solutions, ou possibilités de solutions, c'est vachement plus compliqué avec tous les partisans de la politique de l'autruche, les membres du troupeau habitués à faire bé, et ceux qui sont toujours prêts à agir dès que le voisin aura commencé, sans compter les super-héros, tant qu'il s'agit de parler, mais bien infoutus de faire 10 pompes, super-héros qui, comme tout le monde, ne doivent pas oublier de changer de slip tous les jours. Plus sérieusement, la première solution que je puisse vous proposer est de ne pas faire les cons, et pour certains, c'est déjà tout un programme. Il conviendrait de faire fonctionner vos méninges, de prendre vos informations et de les contrôler de manière à vérifier par vous-même la qualité de l'information que je vous propose ici, parce qu'en effet, vous n'êtes pas obligé de me croire, ni d'être d'accord avec ce que j'avance. Mais pour que ce soit cohérent, il vaudrait mieux que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Je ne peux en aucun cas préconiser une révolte quelconque, une rébellion ou toute manifestation de violence. Il faut au contraire être beaucoup plus intelligent et plus astucieux pour appliquer le système à malin, malin et demi. Seulement, c'est facile à dire, mais c'est moins facile à faire. Je pourrais par exemple vous proposer l'un de mes systèmes, mais disons-le tout de suite, il est utopique. En ce qui me concerne, je n'ai pas de smartphone et je n'en veux pas. Si ça ne tenait qu'à moi, je n'aurais même pas de GSM. Cela dit, voyez-vous, c'est idiot, mais il m'arrive d'oublier mon portable quand je vais quelque part. On peut aussi s'arranger pour échanger les portables, ce qui véhicule donc des informations incorrectes quant à la position géographique. Je suis aussi particulièrement attentif à tous les téléchargements. Je ne paie pratiquement rien par Internet et je n'achète plus rien sur Amazon depuis belle lurette.
On peut inventer ainsi 36 petites astuces, mais c'est lutter contre des moulins à vent, car les gens dépourvus de smartphones deviennent bien rares, et même les vieux s'y mettent. Je ne suis pas non plus sur Facebook, ni sur aucun réseau social, et c'est pas demain la veille qu'on m'y trouvera. Mais là aussi, le conseil est bien vain, puisque même sa sainteté le pape se trouve sur la plateforme de Zuckerberg. Je n'ai pratiquement aucun objet connecté, comme des lunettes, un frigo ou que sais-je, et je rappelle à ce sujet qu'il faut se méfier de tout, puisque l'on a remarqué il n'y a pas longtemps qu'un percolateur était capable d'écouter vos conversations à domicile. C'est bien dire que ce dont je parle émane d'une réalité actuelle et qu'il vaudrait mieux en tenir compte. Il faut donc se renseigner un max et ne pas se priver de réagir correctement et légalement, mais fermement. Je n'ai malheureusement pas de solution miracle à vous apporter et l'adversité s'avère très puissante, très très puissante. Cela ne veut toutefois pas dire qu'elle soit invincible, mais la première condition pour se donner une chance de la vaincre est de s'unir dans une même optique et une stratégie bien réfléchie. Il n'est pas question d'un grand rassemblement style gilet jaune, mais bien d'un travail en commun, en réseau de préférence de manière structurée et avec un leader en anticipant sur la chute de ce dernier et en prévoyant des solutions de rechange. Je vous le dis tout de suite aussi, ce leader, ce ne sera pas moi. Je ne suis pas ici pour prier pour ma chapelle ou me présenter à des élections virtuelles. Mon temps est passé, je ne suis plus là que pour prévenir et éventuellement donner des conseils du vieux. Et mon dernier conseil, ce sera d'apprendre à ne plus tout gober, à commencer par les chauves-souris et les pangolins. Surtout ces derniers ont tendance à flanquer un sacré mal de gorge. Voilà, soignez-vous bien, réfléchissez un max, méfiez-vous des boîtes à mensonges, développez votre analyse critique et votre libre arbitre, défendez à tout prix vos libertés. Pas de violence, mais une résistance passive, intelligente ou active, mais en douceur. Maintenant j'en ai dit assez, à la prochaine, si tout va bien. Salut!